Bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons voir ensemble comment traiter les formulaires en PHP. Et pour cet exemple, nous allons reprendre l'exercice que l'on a fait au début de la formation où on va essayer de faire deviner un chiffre à l'utilisateur. Donc pour commencer, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler jeu.php. Je vais créer une nouvelle page. À l'intérieur de ce fichier, je vais commencer par créer une variable que je vais appeler aDeviner et cette variable contiendra comme valeur 150. Mon objectif est de faire deviner ce chiffre à mon utilisateur. Donc au niveau de mon navigateur, si je me rends sur localhost de .8000/jeu.php, ça va bien afficher ce fichier-là. Et pour l'instant, vu qu'il ne contient rien, je ne vois rien côté navigateur. Donc comme d'habitude, je vais require le header.php et un petit peu plus tard, require le footer. Donc je ne mets pas de point-virgule ici parce que je n'ai qu'une seule ligne à ce niveau-là. Si je réactualise ma page, j'ai bien la structure de base. Mon objectif est de permettre à l'utilisateur de rentrer une valeur et ensuite je pourrai lui indiquer si cette valeur est trop petite ou trop grande. Donc quand on l'avait fait en ligne de commande, c'était plutôt simple, on utilisait le readline, mais dans le cadre d'un site web, la seule manière que l'on a d'interagir avec l'utilisateur, c'est de lui demander de rentrer des informations dans un formulaire. Donc les formulaires, on les avait vus en HTML, ça fonctionne plutôt simplement. On va avoir une première balise, form, qui permet de créer un formulaire. Cette balise va avoir un premier attribut action qui déterminera la page à appeler pour le traitement du formulaire. Si vous ne mettez rien, ça appellera la même page que la page courante. Nous ici, on va appeler la page jeu.php et on va mettre le chemin absolu. Donc ça sera /jeu.php. Ensuite, vous avez un second attribut qui sera la méthode à utiliser. Donc vous pouvez mettre une méthode de type get ou de type post. Sachant que si vous ne mettez rien, par défaut, la méthode sera get. On reviendra sur la différence entre ces deux valeurs un petit peu plus tard. Et pour l'instant, on va se contenter de mettre une méthode get. À l'intérieur de ce formulaire, on va pouvoir créer le champ qui permettra à l'utilisateur de taper sa valeur. Donc pour créer un champ, on utilise la balise input. Cette balise prend comme attribut le type. Donc le type, c'est le type de champ que l'on souhaite utiliser. On en a plusieurs. Texte pour du texte, password. Et nous, on va utiliser number parce qu'on souhaite que l'utilisateur rentre un nombre. Ensuite, on va utiliser un autre attribut qui est très important, c'est l'attribut name. Il permet de donner un nom à ce champ-là. C'est ce nom qui sera ensuite utilisé par PHP pour récupérer la valeur associée à ce champ. Donc nous ici, on mettra chiffre. Enfin, on va rajouter un autre attribut qui sera un placeholder qui permettra d'indiquer des instructions à l'utilisateur. Donc on va mettre ici entre 0 et 1000 par exemple. Donc l'idée, c'est de le guider un petit peu pour lui permettre de deviner le chiffre. Ensuite, pour que l'utilisateur puisse soumettre le formulaire, on peut utiliser un input de type submit ou utiliser un bouton. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser un bouton. Donc on mettra un bouton de type submit et à l'intérieur, on mettra deviner. Donc c'est la structure de base pour créer un formulaire. Si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que j'ai mon champ. Donc c'est un champ de type nombre, ce qui permet d'incrémenter ou de décrémenter. Et j'ai le bouton deviner. Je vais rentrer 100 et cliquer sur ce bouton. Automatiquement, dès que je vais cliquer, la page va se recharger et on voit quelque chose de bien particulier, c'est que l'URL a changé. Donc elle contient toujours le chemin vers notre fichier, mais ensuite on a un point d'interrogation suivi du nom du champ, donc on voit que c'est chiffre ici comme ce que l'on avait défini, et après la valeur qui a été rentrée par l'utilisateur. Donc pour afficher un message pour lui dire si ce chiffre est trop petit ou trop grand, on a besoin de récupérer cette valeur-là. Donc la première idée, qui est peut-être un petit peu naïve, c'est de se dire, je vais regarder au niveau de cette super variable $_server que l'on avait vu précédemment, est-ce que je pourrais récupérer cette partie de l'URL? Donc je fais un var dump et je regarde un petit peu de quoi il en retourne. Et on voit qu'effectivement, dans le request URI, on récupère l'URL complète avec justement cette partie-là. Donc on pourrait utiliser des fonctions particulières pour décomposer cette partie-là et arriver à récupérer cette valeur. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout obligé de vous compliquer la vie. Il y a une autre variable globale qui vous permet automatiquement de récupérer tout ce qui serait passé par l'URL comme ceci. Cette variable globale s'appelle $_get avec tout en majuscule. Si je sauvegarde et que je réactualise, je vois que cette variable-là, c'est un tableau qui contient en clé ce que l'on a en haut ici, et en valeur, la valeur qui a été rentrée. Attention en revanche, la valeur qui est rentrée est automatiquement convertie en chaîne de caractères.
même si on a un champ de type nombre, même si c'est un nombre ici, quand vous faites un $_get et que vous récupérez la clé chiffre, vous récupérez toujours une chaîne de caractères. Donc c'est important, il faudra penser à faire la conversion. Donc maintenant, on sait récupérer cette valeur-là, on va pouvoir afficher un message à l'utilisateur. Donc il nous suffit d'écrire une petite condition. Donc on va ouvrir PHP et lui dire if $_get chiffre, il est supérieur à deviner. Dans ce cas-là, on affichera comme message à l'utilisateur, votre chiffre est trop grand. Sinon, si le chiffre est strictement inférieur à la variable à deviner, dans ce cas-là, on mettra votre chiffre est trop petit. Enfin, le dernier cas que l'on peut rencontrer, c'est que l'utilisateur a rentré exactement le bon chiffre, et dans ce cas-là, on affichera bravo. Point d'exclamation, vous avez deviné le chiffre. Et on pourrait réafficher le chiffre que l'on a dans la variable à deviner. Et enfin, je ferme mon if avec cette syntaxe-là. Là, pareil, pas besoin de mettre un point-virgule vu qu'on n'a qu'une seule ligne. Donc si je sauvegarde et que je réactualise ma page, on me dit ici, votre chiffre est trop petit. L'utilisateur rentre 190 par exemple, et on lui dit bien, le chiffre est trop grand. Si maintenant il rentre 150, on lui dit bien, bravo, vous avez deviné le chiffre, et on lui met la valeur. Alors une petite chose qui me chagrine, j'aimerais bien au niveau du champ, récupérer la valeur qui a été rentrée. Par exemple, lorsque je tape 190, il m'affiche ici 190, que je puisse voir facilement la valeur que j'ai déjà rentrée. Donc la première idée, qui est plutôt simple, alors je vais peut-être cacher ça pour qu'on ait un peu plus de place, serait de se dire, je vais rajouter un autre attribut qui sera l'attribut value, qui permet de définir la valeur à mettre dans ce champ-là. Et là, je vais récupérer cette valeur chiffrée ici. Donc je pourrais lui dire, affiche le chiffre que tu récupères dans la variable $_get, comme ceci. Si vous écrivez ça, il faut faire extrêmement attention. Il y a une petite phrase qui se répète entre développeurs qui est « Never trust a user ». Ne faites jamais confiance à un utilisateur. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? On veut dire que lorsque vous récupérez des valeurs qui sont récupérées depuis des formulaires ou depuis les URL comme c'est le cas ici, il ne faut jamais leur faire confiance. Alors à première vue, ça ne pose aucun problème. Si je réactualise ma page, je vois bien que le champ, il a bien 190. Par contre, le problème, c'est que si quelqu'un de mal intentionné met n'importe quoi ici, par exemple, il se dit je vais mettre un guillemet comme ça, ensuite je mets un signe supérieur et je marque n'importe quoi. Si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre code HTML fait un petit peu n'importe quoi et on a le texte qui a été rentré par l'utilisateur à cet endroit-là. Si vous regardez le code source, au niveau de votre champ, le fait qu'il ait mis le guillemet et le signe supérieur, ça laisse penser à l'HTML que vous venez de fermer le input et ensuite il injecte en fait du code. Donc il faudra toujours faire très attention à ce qui est tapé par l'utilisateur et ne jamais faire confiance. Donc pour éviter ce genre de problème, vous avez deux solutions. La première, c'est de se dire ici, je veux travailler nécessairement avec un entier, donc je convertis ce qui a été tapé par l'utilisateur en entier. Et automatiquement, PHP se chargera de faire la conversion et vous n'aurez aucun souci. Si jamais vous avez un champ de type texte, ça ne fonctionnera pas parce que vous vous dites peut-être, j'ai envie que l'utilisateur puisse taper du texte. Dans ce cas-là, je suis un petit peu embêté. Je ne peux pas simplement mettre string parce qu'on se retrouverait quand même avec le problème que je viens d'évoquer. Vous avez une fonction pour remédier à ce problème-là. Donc on va se rendre sur php.net et vous allez chercher HTML et vous avez deux méthodes qui sont HTML Entities et HTML Special Chars. Donc HTML Entities va vous permettre de convertir tous les caractères applicables en entités HTML. Si la consigne n'est pas forcément claire, vous pouvez déjà passer effectivement en français, mais regardez les exemples. Donc je descends, et on vous donne un exemple. Il met ici des apostrophes et des balises HTML, comme on a essayé de le faire à cet endroit-là. Ces balises HTML sont automatiquement converties en entités HTML. Donc dès qu'on a un signe inférieur, c'est traduit par ce signe-là, ce qui permet à l'HTML de ne pas interpréter le code qui aurait été tapé.
Donc si on veut éviter notre souci que l'on avait, il suffit ici de mettre un HTML entities de ce qui est récupéré dans l'URL. Dans ce cas-là, peu importe ce qui est tapé par l'utilisateur, vu que c'est converti en entité HTML, ce n'est pas interprété. Et si je regarde le code source, pour voir un petit peu le code qui a été donné, on a le guillemet qui est converti en e-commercial quote et le signe supérieur qui est converti de cette manière-là. Donc c'est vraiment super pratique et dès que vous affichez une donnée qui a été rentrée par l'utilisateur, il faudra penser à soit la convertir dans un type très restrictif comme les entiers, soit utiliser HTML entities pour pas que votre utilisateur casse complètement votre code HTML. Donc voilà pour le traitement des formulaires. Alors un autre petit détail, qu'est-ce qui se passe si je passe d'autres paramètres? Imaginons, on va avoir un autre champ qui sera de type texte et on va lui donner comme nom démo. Et on va lui donner une valeur qui sera la valeur test. Bon, pour l'instant, l'idée c'est de ne pas permettre à l'utilisateur de changer cette valeur-là. Et ensuite, je vais mettre number au premier type. Si je réactualise ma page, je vais bien avoir mes deux champs. Et si je clique sur deviner, on voit que dans ce cas-là, au niveau de l'URL, on a bien le chiffre. Et ensuite, on a démo avec la valeur. Donc on peut comme ça passer dans l'URL plein de paramètres les uns à la suite des autres. La syntaxe est toujours la même. On a l'URL suivi d'un point d'interrogation. Et ensuite on a le nom du champ égale sa valeur. Et s'il y a d'autres champs, on mettra un e-commercial, le nom du champ et sa valeur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On pourrait avoir comme ça plein de champs les uns à la suite des autres. Si on inspecte encore une fois notre get, donc on fait un var_dump de $_get, dans ce cas-là, on aura un tableau qui contiendra l'ensemble des clés et des valeurs qui ont été définies. Si je réactualise la page, je vois bien ici que j'ai chiffres et des mots. Et si je rajoute d'autres choses, ça rajoutera les éléments à mon $_get. Autre petit détail, il faudra faire attention lorsque vous faites des pages de traitement au cas où l'utilisateur vient d'arriver sur la page. C'est-à-dire que si ici je tape la page je.php, et que je charge ma page, on me dira automatiquement votre chiffre est trop petit, alors que l'utilisateur n'a pas tapé de chiffre. Et certains d'entre vous, lorsqu'ils vont taper cette URL, vont peut-être rencontrer une erreur supplémentaire. Moi je ne l'ai pas, et c'est dû à la configuration de mon PHP, donc je ne sais pas si sur d'autres systèmes vous aurez peut-être une erreur de visible, mais on va pour l'instant couper le serveur web, et je vais vous expliquer comment voir toutes les erreurs en PHP. Donc lorsque vous lancez votre serveur interne, donc lorsque vous faites un php-s localhost 2.8000, vous avez un autre drapeau que vous pouvez utiliser, qui est le drapeau -d, qui vous permet de rajouter des variables de configuration. Et là, vous allez mettre exactement comme moi, error_reporting égale e_all. Et e_all en majuscule. C'est une configuration qui dit à PHP, je veux que tu me renvoies toutes les erreurs. Même juste un warning, je veux le voir. J'appuie sur Entrée, donc ça ne change absolument rien. Par contre, si je réactualise la page, on va avoir deux alertes. Et elles diront toutes les deux la même chose. Undefined index chiffre. Et on nous dit que c'est à la ligne 6. Et si je regarde la ligne 6, j'ai cette ligne-là. Le problème, c'est que lorsque vous tapez cette page-là, il n'y a aucun paramètre qui est passé dans l'URL. Donc si vous inspectez votre fameuse variable get, ça sera un tableau qui sera complètement vide. Donc lorsque vous lui demandez de faire $_get et que vous lui dites je veux la valeur de chiffre, PHP vous dit le problème c'est que moi c'est un tableau vide. Cette clé-là n'existe pas dans le tableau. Et ça renvoie une alerte. Alerte qui n'est pas forcément affichée si vous avez un rapport d'erreur qui est léger, mais si vous avez un rapport d'erreur qui dit « je veux tout voir », vous verrez cette erreur-là. Donc pour remédier au problème, il ne faudrait pas afficher ce message si chiffre n'existe pas dans $_get. Donc ce que l'on peut faire, c'est entourer tout ce code et dire if isEt $_get un chiffre. Donc ça veut dire si effectivement cette clé ou cette valeur est définie, dans ce cas-là, tu peux faire un petit peu tes conditions et dire à l'utilisateur si oui ou non il a gagné. Sinon, il n'y a rien à faire. Donc on met simplement un indif. Si je sauvegarde et que je réactualise la page, je vois que ça permet de lutter contre ce problème-là. Par contre, il faudra faire attention parce que dans le code source, vous aurez quand même une autre erreur
au niveau de la valeur que vous mettez dans le champ. Ici, vous lui dites affiche-moi un HTML entities de cet élément-là. Mais $_ chiffre n'existe pas forcément. Et du coup, on voit que dans le code source, on a bien le undefined index. Donc là, il faudra mettre la même condition. Donc il faudra lui dire en PHP si is7, donc si cette variable chiffre est définie, dans ce cas-là, on peut mettre ça en accolade ou avec des 2 points, on va afficher la valeur HTML entities. Et on mettra le echo du coup, et on n'oubliera pas le point virgule. Comme ça, si je réactualise la page, on n'a plus d'erreur. Par défaut, on voit que ça ne mettra pas de valeur, parce qu'on n'a effectivement pas de valeur pour le champ. Mais si l'utilisateur ensuite tape quelque chose, on aura la valeur qui sera bien reportée au niveau du champ. Au passage, les plus maniaques d'entre vous me diront peut-être, moi je suis pas forcément fan. Depuis les quelques vidéos où on a mélangé de l'HTML et du PHP, j'ai l'impression que mon code devient un petit peu compliqué. On a des ifs qui s'écrivent un peu comme ça, on a des conditions avec des éléments un peu particuliers. Le code devient un petit peu trop bordélique à mon sens. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'essayer de séparer au maximum l'affichage de la logique. Et peut-être de faire la logique en amont. Donc de manière générale, lorsque vous travaillez avec du PHP, si vous voulez éviter ces cas-là où on va mélanger un petit peu n'importe quoi, je vous conseille de déclarer des variables tout en haut, de faire la logique tout en haut et de passer des variables pour la suite. Je m'explique. Ici, on peut faire la logique qui concerne la vérification et peut-être sauvegarder une variable, error pour une erreur et succès en cas de succès. Donc on va lui dire, je vais avoir une variable erreur qui sera égale à nul. De la même manière, on aura une variable succès qui sera égale à nul aussi. Maintenant, on va lui dire, est-ce que la variable $_ chiffre est définie? Donc on mettra la même condition que celle que l'on a mis un petit peu plus bas. Si cette variable est définie, on va mettre cette seconde condition. Si effectivement le chiffre est supérieur à deviner, plutôt que d'afficher tout de suite le message, je vais peut-être sauvegarder le message dans ma variable erreur. Donc je mettrai le message que j'ai mis ici. Votre chiffre est trop grand. Et je vais faire la même chose dans le cas contraire. Dans le cas contraire, si notre chiffre est inférieur à deviner, on dira à l'utilisateur, votre chiffre est trop petit. Donc on va sauvegarder dans erreur une chaîne de caractères qui contiendra le message d'erreur. Votre chiffre est trop petit. Enfin, si l'utilisateur a bien tapé les choses, on pourra lui dire bravo, vous avez deviné le chiffre. Et on pourra mettre le chiffre après en gras ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, on le sauvegardera dans la variable succès. Et on mettra cette valeur-là, et on pourrait même mettre en gras, voilà, la valeur à deviner. Et j'utilise des doubles quotes pour interpréter les différentes variables. De la même manière, je peux ici créer une autre variable, value, qui sera la valeur à injecter dans le formulaire. Et si jamais cette valeur, $_ chiffre existe, je vais pouvoir lui dire dans value, je veux que tu sauvegardes sous forme d'entier la variable $_ chiffre. Comme ça, maintenant que j'ai ces variables, je peux les utiliser plus sereinement au niveau de mon code. Donc je peux lui dire, par exemple, si on a erreur qui est différente de nul, donc on peut mettre juste un if erreur. Dans ce cas-là, j'afficherai une div qui aura la classe alert, alert-danger, et je mettrai à l'intérieur le message d'erreur. Donc je mettrai erreur comme ceci. Et après, je ferme mon if. Ou je peux mettre un else if et lui dire si on a succès, dans ce cas-là, j'afficherai une div qui aura la classe alert, alert-success, et dedans, j'y mettrai mon message de succès. Et je n'oublie pas de fermer ma condition avec un indif. Enfin, au niveau du formulaire, plus besoin de m'embêter avec les conditions, j'ai simplement besoin de lui dire affiche value. Donc si value est nul, il ne mettra rien du tout, et si value existe, il mettra la valeur. Donc au niveau de notre fichier, on sépare vraiment en deux.
En haut, on a la partie logique qui va définir les variables et les différentes choses qui seront utiles plus tard. Et dans mon code HTML, j'essaie d'être le plus simple possible avec un seul niveau de condition si possible et des variables plus simples à lire. Voilà. Donc je vous conseille au fur et à mesure de cette formation, au fur et à mesure des exemples que l'on va faire, de prendre cette habitude de séparer et de mettre toute la logique en amont. Donc cette petite aparté étant faite, je vais essayer de re-rentrer une valeur. J'appuie sur deviner. Et j'ai bien, bravo, vous avez deviné le chiffre 150. Si je mets 100, il me dit, votre chiffre est trop petit. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de style, si vous voulez que votre formulaire prenne le style de Twitter Bootstrap. Il faudra simplement créer une div qui aura la classe FormGroup, à l'intérieur de laquelle vous allez mettre votre champ, qui aura la classe form-control. Vous pouvez créer un autre FormGroup pour entourer le bouton, ou simplement mettre au niveau de votre bouton une classe btn et btn-primary. Comme ça, on a un formulaire qui est un petit peu plus sympa. Et on va pouvoir revenir à cet aspect méthode. Donc je vous avais dit, il y a la possibilité de mettre un get, mais aussi un post. Donc on va mettre un post ici, et on va recharger notre page sans passer de paramètres dans l'URL. Automatiquement, je me retrouve avec le formulaire vide et je vais rentrer une valeur. J'appuie sur deviner, on voit que ça réactualise la page comme tout à l'heure, et si j'essaie de réactualiser la page, mon navigateur va m'afficher une alerte en vous disant « Confirmez le nouvel envoi du formulaire ». Donc il a détecté que la page a été issue d'une soumission de formulaire et me dit « Est-ce que tu veux vraiment resoumettre les mêmes informations ?» Donc je vais pour l'instant cliquer sur « Annuler ». Donc on peut se dire où sont passées les variables que j'ai soumises dans mon formulaire. Donc pour mieux comprendre ça, il faut sortir votre inspecteur et sortir l'onglet Réseau ou Network en anglais. Donc je vais re-rentrer quelque chose et appuyer sur Deviner. Donc dans cet onglet Réseau, on voit toutes les ressources qui sont appelées par la page. Et ce qui est important, c'est la première ressource qui est la page HTML. Je vais cliquer dessus, et on en avait parlé brièvement dans la vidéo concernant le HTTP, mais on a une méthode particulière. Et on voit que la méthode utilisée, c'est POST. Si je charge la page normalement, simplement en tapant l'URL, la méthode qui est utilisée, c'est GET. Donc il y a vraiment une différence entre le moment où vous soumettez le formulaire et le moment où vous récupérez les informations. Donc lorsque vous mettez un méthode POST, ça veut dire que la page sera appelée en POST. Si je descends un petit peu plus en bas, je vais avoir les response et les request header, mais surtout plus bas, j'ai les form data. Ce sont les données qui ont été envoyées au niveau du navigateur. Donc on les voit interprétées par le navigateur, mais ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur View Source et vous allez les voir telles qu'elles sont envoyées dans le corps en fait de la requête. Mais en général, vous n'aurez pas forcément besoin de le faire. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces données sont passées dans le corps de la requête en post. Et la question que l'on se pose tous, c'est du coup comment les récupérer. Et rien de bien compliqué. Il y a une autre variable en plus de $_get, je pense que vous pourriez même deviner le nom rien qu'en le donnant, qui s'appelle $_post. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être après mon formulaire, je vais mettre un debug et on affichera un h2 avec marqué $_get. Et on mettra juste après un var dump de $_get. Et on fera la même chose pour $_post. Comme ça, on pourra inspecter et voir ces variables-là tout au long de mes essais. Donc je sauvegarde et je réactualise. Si je descends mon inspecteur, on voit bien que dans cette variable $_post, on se retrouve avec un tableau de taille 1, comme tout à l'heure, et on a en clé le nom du champ et en valeur, la valeur qui a été tapée. Donc si je voulais faire fonctionner mon script, il me suffirait simplement de lui dire en haut, plutôt que de faire un $_get, tu peux faire un $_post. Ni plus ni moins. Et même, hop, je pourrais inverser, mettre value en haut, comme ceci, et ensuite lui dire d'utiliser value plutôt que de faire toujours référence au tableau. Ça me permet comme ça de ne remplacer le get qu'à un seul endroit. Si je réactualise ma page, il me dit bien votre chiffre est trop petit ou votre chiffre est trop grand. Et il m'affiche cette alerte-là parce que j'ai laissé voilà, le get à cet endroit-là. Donc c'est tout ce que j'aurai à changer au niveau du script.
Alors on peut alors se dire, s'il y a si peu de différence entre le post et le get, quand est-ce que je dois utiliser le get et quand est-ce que je dois utiliser le post? Alors ça va véritablement dépendre de la situation. L'avantage du get, c'est qu'il vous permet d'avoir les éléments qui ont été soumis dans le formulaire au niveau de l'URL. Donc c'est pratique par exemple dans le cadre d'une recherche, parce que si vous faites une recherche Google, vous avez peut-être envie de la partager à un autre utilisateur. Donc c'est intéressant que le mot-clé soit passé par l'URL. En revanche, lorsque vous essayez de vous connecter à un site et que vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe, vous n'avez pas forcément envie de voir votre mot de passe dans l'URL. Dans ce cas-là, on aura plutôt tendance à utiliser $_post. Il y a aussi une différence en termes de sécurité. Si jamais vous avez une URL, n'importe qui pourrait vous envoyer quelque chose en vous disant « Voilà, je t'envoie cette URL » et votre page web va lancer le système qui permettra de deviner un chiffre. Si vous faites les choses en post, le seul moyen d'obtenir les informations sera de vraiment poster un formulaire sur le site. Donc on verra un petit peu plus tard ce que ça implique, mais ce que vous pouvez retenir, c'est est-ce que j'ai besoin de voir les paramètres dans l'URL et est-ce que j'ai besoin que les utilisateurs puissent partager cette URL. Si ce n'est pas le cas, passez plutôt sur une méthode post plutôt qu'un get. Donc dernière petite précision sur les formulaires, comment traiter les éléments un petit peu plus complexes, comme par exemple les checkbox. Donc on va s'imaginer que l'utilisateur a la possibilité de créer et composer une classe. Et il peut choisir plusieurs parfums. Donc on va utiliser pour cela des checkbox. Donc ici, je vais créer un input de type checkbox et on va mettre comme name parfum. Et on mettra comme valeur fraise. Maintenant, juste après, je vais mettre fraise et je vais aller à la ligne. Je vais dupliquer ce champ-là et créer un autre champ où je vais mettre vanille. Au niveau de la valeur, je mets le même nom et je vais mettre vanille. Enfin, on va prendre un dernier parfum qui sera chocolat. On va laisser tout ce qui est dump et tout ça, et on va peut-être supprimer toute cette partie où on faisait le test. Ouais, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. On n'en a pas besoin. Donc je sauvegarde la page et je réactualise. Donc l'utilisateur a la possibilité de cocher un ou plusieurs parfums. Donc s'il clique sur deviner, on voit bien ici que dans le parfum, on a la valeur qui a été rentrée. Fraise dans notre cas. Par contre, si l'utilisateur tape deux parfums, donc fraise et vanille, et s'il clique sur deviner, on voit qu'un seul des deux parfums est obtenu. On n'a pas les deux valeurs qui ont été rentrées. Et ce problème est dû au nom du champ que l'on a utilisé. Donc si vous savez qu'un champ peut avoir plusieurs valeurs, il faudra utiliser juste après une accolade. Ça vous rappelle un petit peu quelque chose? C'est un peu comme quand on fait un array push et qu'on rajoute un élément dans le tableau. Donc ça va permettre entre guillemets de dire que parfum est un tableau. Donc si on réactualise la page et que l'utilisateur clique sur fraise et clique sur deviner, on voit que parfum n'est plus maintenant simplement une chaîne de caractères, mais ça sera un tableau qui contiendra les différents éléments. Donc ici, fraise. Si je clique fraise et vanille, je vais avoir ces deux valeurs-là. Donc ça marche en post, mais ça marchera tout aussi bien en get. Je réactualise la page, je coche deux cases, je clique sur deviner, et on voit qu'on a des choses un petit peu particulières au niveau de l'URL, mais on a bien la fraise et la vanille qui a été passée. Et au niveau de ma super variable $_get, j'obtiens bien le même tableau. Ce que vous voyez ici, ces caractères-là, ce sont des caractères HTML qui correspondent en fait au crochet. Donc si vous écriviez cette URL-là, ça serait exactement la même chose. Donc on obtiendrait bien fraise et vanille. Et vous pourriez même rajouter des valeurs si vous voulez. Par exemple le chocolat, même menthe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on voit bien qu'on les a ici. Donc ça marche pour les champs de type checkbox, ça marche pour les champs de type radio, mais ça marche aussi pour des champs de type texte. Par exemple, vous allez avoir un premier champ de type texte et vous allez mettre comme nom des mots. Si vous avez plusieurs champs qui ont des crochets, ça donnera nécessairement un tableau. Donc je sauvegarde et je réactualise ma page. J'ai bien mes deux champs. Je remplis seulement le premier et je clique sur deviner. Et on voit bien qu'on a un tableau de taille 2 qui contient la première valeur et la seconde. Seconde qui reste vide. Donc même si le champ n'est pas rempli, ça reste vide. Par contre, on peut remarquer qu'on n'a pas ici la clé parfum parce que vu qu'aucune des cases n'a été cochée, rien n'a été envoyé au PHP et du coup PHP ne récupère pas le parfum qui aurait pu être tapé. Donc il faudra bien faire attention à ça.
Enfin, dernière petite précision, si jamais vous voulez qu'on persiste les champs qui ont été cochés, si par exemple on clique sur fraise et vanille, si je clique sur deviner, on voit que ça décoche par défaut. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un attribut checked sur chacun de ces champs pour pouvoir automatiquement les cocher. Donc il faudrait mettre une condition et dire si la valeur existe, dans ce cas-là, il faudrait mettre checked. Donc on ne fera pas ça tout de suite parce que je vous propose de le faire justement en exemple. Donc notre objectif, c'est de créer un système qui est capable de calculer le prix de la glace. Et le prix va dépendre de plusieurs critères. D'abord des parfums, mais aussi de suppléments particuliers. Donc je vais vous créer le tableau de configuration et ensuite vous allez essayer de créer le formulaire qui va se charger de calculer le prix de la glace. Donc on va d'abord avoir un premier tableau qui va contenir les parfums. Donc on va l'appeler parfum avec un S et ça sera un tableau associatif qui contiendra en clé le nom du parfum, par exemple fraise, et en valeur le prix, 4 €. Ensuite, on va faire la même chose, chocolat, on va dire que le chocolat il est plus cher, et on mettra la vanille, et la vanille c'est un petit peu moins cher. Ensuite, on va s'imaginer que l'utilisateur aura la possibilité au niveau des cornets de choisir est-ce qu'il veut un cornet en gâteau ou en pot. Donc là pareil, on dira que s'il choisit un pot, ça sera 2 €, et s'il choisit un cornet, ça sera 3 €. Et enfin, il pourra choisir des suppléments. Donc les suppléments, c'est par exemple les pépites de chocolat. Donc on va mettre pépites de chocolat qui seront à 1 € ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en plus sur les glaces, de la chantilly. C'est dégueulasse mais bon, c'est pas grave. Et on mettra 0,5. Voilà, donc là on a ces 3 tableaux et ces tableaux vont permettre de construire le formulaire qui permettra de demander à l'utilisateur comment il veut composer sa glace. Petite précision, pour les parfums, on va mettre des checkbox. Ça veut dire qu'on va autoriser l'utilisateur à choisir plusieurs parfums, il peut en cumuler. Donc on peut avoir des classes 3 boules. Pour les cornets, on va utiliser des radios parce qu'on ne peut pas à la fois avoir un pot et un cornet. Et enfin, pour les suppléments, on utilisera une checkbox. Donc l'utilisateur peut avoir à la fois les pépites de chocolat et la chantilly. D'ailleurs, c'est pépites avec un S. Donc votre objectif pour cet exercice, c'est de construire un formulaire qui permette de cocher des différentes cases et qui va vous donner le prix de la glace. Et on veut pouvoir partager la glace que l'on a créée avec des amis. Donc on utilisera pour cela un formulaire avec la méthode get. Attention, je vous conseille d'utiliser des fonctions pour générer les champs de type checkbox ou de type radio. Parce que très rapidement, si vous devez rajouter des conditions un peu complexes pour vérifier est-ce que c'est coché ou non, ça peut être un petit peu embêtant. Donc ces fonctions, vous pouvez les mettre dans un fichier séparé et notamment dans le fichier functions.php. Donc je vous laisse essayer de le faire et on corrige ça ensemble. Donc pour cet exercice, en fait, il y a 2 étapes. La première, c'est la génération du code HTML qui va permettre de construire le formulaire. Donc je vais commencer par écrire un H2 avec marqué composer votre glace. Même un H1. Si je le souhaite, je peux avant le header.php mettre un title égale composer votre glace. Comme ça, on l'aura tout en haut. Maintenant, on va commencer par les parfums. Et le mieux, c'est d'utiliser une petite boucle pour parcourir l'ensemble des parfums. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait par défaut. Et on va mettre un petit for each et on va parcourir chaque parfum. On va avoir besoin à la fois de la clé et de la valeur. Donc la clé, on va l'appeler nom, comme le nom du parfum. On peut l'appeler parfum sans S. Et on récupérera le prix. Et je vais choisir d'utiliser la syntaxe avec les 2 points. Donc je n'oublie pas juste après de fermer mon for each. À l'intérieur, je vais pouvoir générer mon input. Donc je vais faire un input de type checkbox. Au niveau du nom, on va mettre parfum, mais entre crochets, parce qu'on avait dit qu'on pouvait cocher plusieurs parfums. Et ensuite, au niveau de la valeur, on pourrait être tenté soit de mettre le prix, ce qui serait plus simple ensuite pour la partie traitement, soit de mettre le nom du parfum. Si on laisse l'utilisateur mettre un prix, on pourrait se retrouver avec quelque chose qui ressemblerait à ça. Point d'interrogation parfum, et on aurait 3. Le souci, c'est que quelqu'un pourrait être un petit peu méchant et changer les prix à la volée. Nous, ce que l'on va faire, c'est plutôt définir ici le parfum. Donc on va afficher parfum. Et on ferme notre input. Donc pour l'instant, on ne va pas aller plus loin. On va simplement tester le code que l'on vient d'écrire. Je réactualise et je vois bien mes 3 checkbox.
Pour qu'elle s'affiche un petit peu mieux, je vais entourer ce champ d'une div qui aura la classe checkbox. Je vais ensuite mettre mon input de type checkbox à l'intérieur, que je vais entourer d'un label. Je vais ici respecter la syntaxe de Bootstrap. Et après le label, on mettra le parfum de la glace. Comme ceci. Hop et hop. On doit être bon. Je réactualise la page et j'ai bien fraise, chocolat et vanille. Et l'utilisateur peut cocher ces différentes cases. Je finis ensuite par un bouton. Je vais mettre un bouton de type Submit. Et on mettra comme valeur composer ma glace. Ce que vous pouvez faire pour donner plus d'indications à l'utilisateur, c'est afficher le prix à chaque fois. Donc là, vous pourriez mettre un tiret et ensuite lui dire affiche le prix suivi du sigle euro. Ça permet d'avoir une meilleure indication de quel est le parfum le plus cher. Donc je vais cliquer sur vanille et chocolat et cliquer sur composer ma glace. Donc je vois bien que les parfums sont bien passés dans l'URL et j'ai maintenant besoin de recocher ces différentes cases. Donc la première solution serait de le faire directement ici et de lui dire, bon, si on a $_get parfum qui existe, et si c'est un tableau, et si chocolat, donc le parfum en question, est dans ce tableau, dans ce cas-là, on mettrait checked. Donc si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. Donc une meilleure solution serait de se dire, bon, on va simplement se créer une fonction pour créer cette ligne-là. Et cette fonction, on l'appellerait checkbox. Alors quand vous créez une fonction, vérifiez bien qu'elle ne soit pas utilisée déjà par PHP pour éviter tout problème. Checkbox, on voit que ce n'est pas défini, donc on peut l'utiliser. Alors au niveau des paramètres à envoyer à cette fonction, je me dis que le nom du champ serait intéressant, donc ça serait parfum. Ensuite, la valeur aussi serait intéressante, donc la valeur c'est le nom du parfum. Et enfin, lui dire dans quelle variable il doit vérifier pour savoir si c'est défini ou pas. Donc moi, je vais lui envoyer ici $_get. Et c'est cette fonction qui va se charger de générer notre champ. Donc je vais sauvegarder et aller ouvrir mon fichier functions.php. Je vais replier les fonctions que l'on avait déjà écrites et on va créer cette nouvelle fonction. Donc juste après la fonction navMenu, je vais créer ma fonction checkbox. Elle prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le nom du champ. En second paramètre, la valeur du champ. Donc jusque-là, pas de problème. Et en troisième paramètre, ça sera un tableau qui contiendra les données. Donc soit $_get, soit $_post. Donc moi ici, je vais dire que c'est un tableau et je vais l'appeler data. Et cette fonction, elle renverra une chaîne de caractères. Donc au moins, on est assez clair sur la signature. Et ce que ça fera, c'est que ça retournera du code HTML. Donc on va utiliser de la syntaxe redoc encore une fois. Et à l'intérieur, on va renvoyer ce contenu-là. Donc on aura un input de type checkbox. Au niveau du nom, on va mettre le nom de la variable. Donc ici, ce sera $name. Et ensuite, au niveau de la valeur, on mettra $value. Pour l'instant, on se contente de ça. Donc je sauvegarde cette fonction. Alors il me la retourne en rouge parce qu'il me dit que $name ici attend juste après un tiret ou autre chose. En fait, pour PHP, il croit qu'on essaie d'appeler une variable qui s'appelle $name et d'accéder au crochet. Donc là, il faudra utiliser des accolades pour bien lui dire non, on veut juste $name et on veut pas le reste. Je veux pas que tu essaies d'interpoler les petits crochets. Et il continue de me souligner ça en rouge parce que j'ai oublié le point virgule à cet endroit-là. Donc je sauvegarde, je reviens sur ma page, je réactualise et ça ne change rien. L'avantage, c'est que là, on peut simplement créer une variable avant pour pouvoir savoir si oui ou non on doit mettre l'attribut checked. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler attributes qui sera par défaut une chaîne de caractères vide. Si la case doit être cochée, je mettrai au niveau de cette valeur-là, dans attributes, je lui dirai de rajouter checked. Ensuite, au niveau de mon retour, je peux lui dire rajoute après la valeur les différents attributs que tu aurais pu générer en amont avant ce code-là. Si je sauvegarde par défaut, ça va recocher toutes les cases. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ici mettre notre condition. Donc dans les données qui seront passées, on a $_get. Ça veut dire qu'on lui passe ce tableau-là. Donc nous, il nous faut le tableau des parfums. Donc parfum, le nom de la clé, c'est ce que l'on a en name ici.
Si vous voulez, quand cette fonction est appelée pour le moment, name vaut parfum, value vaut alternativement fraise, chocolat puis vanille, et data sera toujours ce tableau-là. Donc on va d'abord lui dire, est-ce que on a dans data la clé qui correspond, name. Est-ce que parfum existe? Ça permettra d'éviter le problème si on charge la page sans rien faire. Maintenant, on sait que cette clé existe et on doit lui demander est-ce que chocolat est dans ce tableau-là? Et pour faire cette vérification-là, on a besoin d'une fonction. Cette fonction s'appelle in_array. Elle permet de vérifier est-ce qu'un élément existe dans un tableau. Elle prend deux paramètres. Le premier, c'est une needle, donc c'est une aiguille, et stack, c'est botte de foin. C'est un peu particulier comme nom de champ, mais ça veut dire que globalement, vous allez mettre l'élément que vous recherchez en premier paramètre, et dans quel tableau vous le recherchez en second paramètre. Enfin, vous avez un troisième paramètre qui, lui, est optionnel, qui est strict. Donc, si vous mettez strict, il fera les vérifications comme si vous mettiez un triple égal, alors que si vous avez un strict à false, c'est comme si vous mettiez un double égal. Nous, dans notre situation, ce n'est pas bien gênant. Donc, nous, on va mettre un in_array. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche le parfum, la valeur qui a été rentrée. Value. Dans quoi on le cherche? On le cherche dans ce tableau-là. Donc, si ces deux conditions sont remplies, dans ce cas-là, on pourra rajouter l'attribut checked. Si maintenant, je réactualise la page, je vois bien que seul chocolat et vanille sont cochés. Si je décoche vanille et que je coche fraise, lorsque je resoumets les informations, ces deux éléments vont rester cochés. Donc c'est comme ça que vous pouvez récupérer les différentes informations. Donc si je me répète, si on a dans les données une clé qui correspond au nom de notre champ, donc parfum, dans ce cas-là, on va vérifier est-ce qu'on a le parfum dans les valeurs qui ont été rentrées pour cette clé-là. Donc n'hésitez pas à reposer les choses, c'est important de bien comprendre ce que l'on vient d'écrire ici. Donc maintenant qu'on a fait ça pour la partie parfum, c'est très simple de dupliquer pour par exemple les cornets. Donc pour les cornets, hop, on va avoir le même for each, sauf que ça sera pour cornet avec un S. On va mettre cornet au lieu de parfum. Et ensuite, on utilisera un autre système. Ça ne sera pas checkbox, mais ça sera un radio. Pareil, je vérifie, est-ce que radio n'est pas déjà utilisé? Donc on mettra radio ici. Et non, ça n'a pas l'air d'être utilisé. Donc au niveau du nom du champ, on mettra cornet. En valeur, on mettra cornet et cornet ici. Enfin, pour la dernière partie, c'est les suppléments. On avait dit que ça sera des checkbox. Donc on peut reprendre la première logique. Si ça vous gêne de faire des copier-coller, n'hésitez pas peut-être à réécrire le code. Ça peut vous aider à mieux comprendre. Donc là, on va le refaire encore une fois pour être sûr. Donc je vais lui dire parcours tous les suppléments. Et on va créer une variable supplément qui contiendra le nom du supplément. Et on récupérera le prix, qui sera l'entier qui correspondra au prix qui a été rentré dans le tableau. Et après, je n'oublie pas de faire un end for each pour fermer ma boucle. Maintenant, pour que le code soit bien structuré, je crée une div qui aura la classe checkbox et à l'intérieur, j'y crée un label. Dans ce label, je commence par mettre mon champ. Donc ça sera un checkbox. Je donne le nom à mon champ, supplément. Ensuite, je vais lui donner la valeur. Donc c'est la valeur qui sera soumise. Donc ça sera le supplément. Donc alternativement, ça vaudra pépite de chocolat, puis chantilly. Et enfin, je lui passe en troisième paramètre les données. Donc nous, on avait choisi de tout passer en get. Et je ferme mon PHP. Après, je vais mettre au niveau du label le nom du supplément, donc pépite de chocolat ou autre, suivi du prix. Voilà, il n'y a pas besoin de point-virgule ici. Donc si je sauvegarde et que j'essaie de réactualiser la page, il va me renvoyer une erreur parce que pour l'instant la fonction radio n'existe pas. Donc je peux m'inspirer pour cette fonction-là de ce que j'ai déjà créé pour la checkbox. Donc je vais prendre tout le code et la fonction aura pour le coup la même signature. Donc je la renomme en radio. Le nom du champ, la valeur, ça sera bien une chaîne de caractères et les données, ça sera toujours un tableau. L'attribut, par contre, est différent parce que comme on l'avait dit, dans le cas des radios, une seule case radio peut être cochée à la fois. Donc cette valeur-là,
par exemple, ça sera ici cornet, ça ne sera pas un tableau, ça sera simplement une valeur. Donc ici, on remplace ce inArray par un test d'égalité, comme ceci. Donc c'est si la valeur qui a été postée dans le formulaire est égale à la valeur que je veux rentrer dans ce champ-là. Dans ce cas-là, ce champ-là doit être coché. Au niveau du type, ça sera un type radio, ça change. Et le nom de mon champ n'aura jamais de crochet, parce que vu qu'on ne peut cocher qu'une seule case, il n'y a qu'une seule valeur au niveau de ce champ-là. Et là, en changeant légèrement un petit peu mon code, j'ai une nouvelle fonction qui me permet de générer un radio. Donc je sauvegarde et je réactualise ma page. On le voit maintenant, j'ai la possibilité de cocher plusieurs types de glace, plusieurs parfums. Au niveau du type de cornet, il me laisse choisir qu'un seul des deux. Et les suppléments, je peux en cocher 2. Je vais cliquer sur composer ma glace et il me laisse bien composer ma glace. Donc j'ai une URL un peu compliquée parce qu'elle contient tous les éléments de ma glace. Mais l'avantage, c'est que je peux la copier et la donner à quelqu'un. Et il aura exactement la même glace que moi. Donc là, on a fini quasiment pour la partie présentation. Juste, on va finir par mettre une classe sur le bouton pour qu'il soit légèrement plus joli. Et je me dis aussi, ça pourrait être intéressant entre chaque checkbox de mettre un titre. Donc on mettra un H2. Avant la liste des parfums, on mettra « Choisissez votre parfum ». On mettra ensuite « Choisissez votre cornet ». Ou même là, on peut mettre vos parfums, parce qu'on peut choisir plusieurs parfums, c'est important. Et enfin, choisissez vos suppléments. Et l'utilisateur peut maintenant concevoir sa glace convenablement. Si vous voulez, vous pourriez mettre les choses en colonne, bon, à vous de voir. Là, pour l'instant, on va rester sur ça. Donc maintenant, lorsqu'il clique sur composer ma glace, il s'attend à avoir le prix. Donc ce que l'on aimerait bien faire, c'est afficher une liste qui reprend l'ensemble des options qu'a choisi l'utilisateur et ça lui afficherait le prix de sa glace. Donc nous, on le mettrait peut-être à gauche. Donc ça veut dire que tout ce formulaire-là, on l'entourerait dans une div qui aurait la classe row et dedans on aurait une col-md-8 par exemple. Et on mettrait notre formulaire à l'intérieur. L'avantage, c'est que juste avant, on pourrait mettre une div qui aura la classe col-md-4 et on mettra un H2 et marquer votre glace. Et c'est là qu'apparaîtra le récapitulatif de la glace de l'utilisateur et le prix final. Donc ça apparaît convenablement sur des écrans un petit peu plus grands. Et si vous voulez une présentation légèrement plus sympa, vous pourriez mettre, je réfléchisse, peut-être une carte. Donc là, on ferait point card à l'intérieur. Et on aurait un point card-title qui contiendrait votre glace. Voilà, hop. Et ça serait un H5, parce que c'est pas un titre très important. Et ça devrait être dans un card body. Bon, je vous embête pas trop sur la structure HTML. J'aime bien juste que mes exemples aient un minimum de style, mais voilà, si vous vous sentez perdu dans le code HTML, mettez un code standard, ça n'a pas d'importance. En dessous, on va donc afficher un UL et on va faire une liste des différents ingrédients qui composent notre glace. Donc comme je vous l'ai dit, idéalement, on va vraiment séparer les choses et on va préférer faire toute la logique en haut. Donc je vais m'imaginer créer une première variable qui sera ingrédient, qui sera un tableau vide qui contiendra les ingrédients de notre glace. Ensuite, on aura une seconde variable qui sera le prix total. Donc on va l'appeler total. Et par défaut, on part de 0 €. Maintenant, il va falloir parcourir d'abord les parfums, puis les cornets, puis les suppléments, incrémenter les totals et rajouter les différents ingrédients. Donc on va commencer par vérifier est-ce qu'effectivement on a déjà un parfum. Donc if is7 $_get de parfum. Donc si cette variable est définie, on va pouvoir effectuer un traitement. Donc on va déjà parcourir l'ensemble des parfums qui ont été rentrés par l'utilisateur. For each $_get parfum as, et on va créer une variable parfum. Donc vu que c'est un tableau qui est simple, on voit que les clés c'est 0 et 1, c'est que les valeurs qui nous intéressent ici. Donc on peut créer simplement cette boucle-là.
Donc si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à mettre un var_dump. Ça peut vous permettre dans un premier temps de voir un petit peu à quoi ressemblent les différentes variables. Donc je sauvegarde et je réactualise. Donc comme on l'a dit, le problème du var_dump, c'est qu'il n'est pas forcément très bien présenté. Donc n'hésitez pas à vous créer peut-être une fonction pour vous aider vous-même. Moi je vais ici créer une fonction que je vais appeler dump, qui permet d'afficher une valeur arbitraire. Ça prendra en paramètre une variable, et je vais lui dire de faire d'abord un echo et d'afficher un prêt, ensuite de faire un coup de var_dump de la variable qui est passée en paramètre, et enfin d'afficher un prêt qui se ferme. C'est une fonction très simple, mais qui permettra au moins de faire des var_dump mieux formatés. Donc si je remplace mon var_dump par un simple dump, et que je réactualise ma page, il me sort une petite erreur parce qu'il m'a dit « Tu essaies d'appeler une fonction dump qui n'existe pas ». Pourtant, je viens de la définir dans functions. Le problème, c'est que le fichier functions n'est inclus pour le moment qu'à travers header.php. Donc si je veux utiliser des fonctions avant, il faut que je fasse un require once et que j'inclue le fichier functions.php. J'en ai besoin dès le début, donc je l'inclus dès le début. Et là, ça me permettra de voir bien que d'abord je récupère fraise, puis ensuite seulement je récupère chocolat. Donc il faut que je vérifie quel est le prix qui correspond dans ce tableau-là. Donc pour avoir le prix, je peux faire un $parfum avec un S, et je lui demande de récupérer le parfum qui correspond à la clé qui a été passée ici. Donc c'est cette variable-là que j'utilise. Si je sauvegarde et que je réactualise, ça me donne un entier qui a pour valeur 4 parce qu'il a choisi fraise, puis un entier qui a valeur 5 parce qu'il a choisi chocolat. Petit inconvénient de cette méthode-là, c'est que si un utilisateur est mal intentionné et tape melon parce qu'il veut une glace au melon, ben on va avoir une erreur parce qu'il va me dire ici, j'essaie de faire $parfum de melon. Si je regarde dans ce tableau, melon n'existe pas. Du coup, il nous sort la fameuse erreur undefined index. Donc ce que vous devez faire avant, c'est vérifier est-ce que cette variable-là existe. Si effectivement on a bien cette clé dans le tableau, on peut continuer. Là, on est au fond de notre condition et on va pouvoir lui dire dans la liste des ingrédients, je veux que tu rajoutes le parfum en question. Et de la même manière, je veux que tu incrémentes le prix, donc tu feras total plus égal et tu rajoutes le prix de l'ingrédient. C'est ce que l'on récupérait ici. Et ça, il faudra le faire pour à la fois le parfum, mais aussi pour les suppléments. Donc c'est la même logique, sauf qu'on remplace parfum ici par supplément. Donc il faudra le faire ici et ici. On devrait remplacer cette variable pour l'appeler supplément sans S. Donc ça serait à changer à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là et ici. Et on changerait parfum avec un S par supplément avec un S. Comme vous le devinez, on se répète beaucoup et il y a moyen de clairement optimiser ça. Pour l'instant, on va laisser cette logique-là. Et enfin, le dernier cas, c'est le cornet. Alors le cornet est différent parce que on n'en a qu'un seul. Pas besoin de faire un for each. On peut simplement récupérer getCornet quand on a besoin de récupérer le cornet qui a été sélectionné. Donc on peut créer peut-être une variable intermédiaire, cornet, qui aura comme valeur ce qui a été passé en paramètre. Après, il nous suffit simplement de vérifier est-ce que l'on a un cornet qui correspond. Donc ça sera dans la variable cornet avec un S. Et si effectivement on a un cornet qui correspond, dans ce cas-là, on le rajoute à la liste des ingrédients. Et ensuite, on rajoute son prix au total. Maintenant, je n'oublie pas d'enlever une accolade, vu que j'ai enlevé le for each, il y a une accolade en moins. Et je peux afficher la liste de mes ingrédients. Donc mes LI, je les entoure d'un for each. Donc, for each, ingrédient, as, ingrédient, sans S. Et j'affiche pour chacun de mes ingrédients un LI. Donc ici, ça sera, hop, affiche l'ingrédient en question. Je sauvegarde, je vais déjà tester un petit peu tout ça, et je réactualise ma page. J'ai bien les parfums qui apparaissent, j'ai bien le type de pot. Si je clique sur chocolat, hop, chocolat apparaît bien.
Par contre, au niveau des suppléments, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Parce qu'effectivement, hop, j'ai mis 3P à supplément, je sais pas pourquoi. Bon. Et là, si je réactualise, j'ai bien ma glace complète. Enfin, dernière chose qu'il me reste à faire, c'est afficher le prix total. Donc je mets un petit paragraphe, et on va mettre strong. On mettra prix de points, suivi du prix. Donc le prix, il nous suffit d'afficher total, avec le signe euro juste après. Donc si l'utilisateur réactualise, il aura le prix de sa glace ici, qui sera de 12,50 €. Donc ça semble correspondre, et 4 plus 5 ça fait 9, 10, 11 et 12,50, c'est bon. Si j'enlève des options, par exemple je me fais une glace un petit peu plus normale, fraise, chocolat et que la combinaison n'est pas forcément tip top, mais ça fait 11 €. Donc là on a bien notre système qui permet de calculer le prix de notre glace, et on peut copier ce lien et l'envoyer à notre utilisateur pour lui partager la glace et qu'il puisse commander la même glace que moi. Alors comme je vous le disais, on réalise ici qu'on se répète quand même pas mal entre ces différentes boucles. Donc il y a moyen d'optimiser un petit peu ça. Donc les deux premières sont plutôt simples à combiner, parce qu'on se dit, bon, au final, ce qui change en fait, au-delà des noms des variables, c'est cette clé-là. C'est que cette clé-là. Donc on pourrait ici lui dire for each. Entre crochets, on va avoir d'abord une première clé parfum et ensuite une clé supplément, comme ceci. Et on va lui dire que ça sera le nom à utiliser, par exemple. Je peux donc copier ma première boucle et la mettre à l'intérieur en lui disant if iset $get, et à chaque fois que je vois parfum, je remplace par cette valeur name. Comme ça et comme ça. Cette variable-là, je la rends la plus abstraite possible. Donc on mettra value à la place de parfum parce que ça peut être soit un parfum, soit un supplément. Donc on va simplement mettre value. Donc on le remplace ici, ici et ici. Maintenant, le dernier souci que l'on a, c'est cette variable-là qui s'appelle parfum avec un S. Donc c'est basiquement ce nom-là auquel on rajoute un S. Donc pour dynamiser ça, c'est légèrement plus complexe. On va créer une variable que l'on va appeler liste ou prix, bon, peu importe comment vous l'appelez. Et on va lui dire que c'est d'abord le nom suivi de S. Donc là, on se retrouve avec une variable qui contient le nom de cette variable-là. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre ici un double $. Donc vous allez écrire quelque chose qui ressemble à ça. Donc dans ce cas-là, il va faire un $list et il va l'interpréter. Il va trouver que ça donne parfum avec un S. Et ensuite, il fera $parfum. Donc vous pouvez comme ça avoir des variables qui ont des noms dynamiques. C'est un peu spécifique, là je vous l'ai dit, c'est un exemple un petit peu plus poussé, mais voilà comment on peut dynamiser notre boucle. Donc ça va marcher à cet endroit-là, et ça marchera aussi à cet endroit-là. Donc vous allez faire quelque chose qui ressemblera à ça. $list deviendra le nom de la variable, parfum avec un S ou supplément avec un S, et ensuite ça vous récupérera la valeur. Donc ça nous permet d'enlever cette seconde condition et de gagner un peu de temps. Si je sauvegarde et que je n'oublie pas de mettre le point-virgule ici, lorsque je réactualise, ça ne change rien à ma logique, sauf que j'ai un petit peu de code en moins. Vous pouvez encore plus optimiser les choses en vous disant ici, ça on avait dit que c'était un tableau, mais parfois ce n'est pas forcément un tableau. Si c'est un tableau, on doit utiliser cette boucle comme ça. Si ce n'est pas un tableau, on peut directement mettre cette condition-là. Donc vous pouvez vérifier, est-ce que cette variable-là est un tableau, grâce à une fonction qui s'appelle en PHP is_array. Donc c'est une fonction qui vous permet de vérifier si oui ou non une variable est un tableau. Donc là on va lui dire if is_array et on récupérera cette valeur-là. Si vous ne voulez pas vous embêter à trimballer cette variable-là et à ne plus du tout comprendre à quoi elle correspond, vous pouvez ici créer une variable intermédiaire. Donc nous ça serait par exemple choix avec un X. Et dans ce cas-là, on sauvegarde les choix qui ont été faits par l'utilisateur. Ça veut dire qu'après, on peut remplacer cette variable par choix avec un X. Et c'est plus simple de dire if is_array choix. Là, on comprend mieux. Est-ce que les choix qui ont été faits par l'utilisateur sont un tableau? Sinon, hop, on fera autre chose. Donc, si les choix sont un tableau, on fera quelque chose qui ressemble à ça. Sinon, on utilise simplement cette condition-là. Condition dans laquelle il faut remplacer les noms des variables. Donc le iset, donc cornet, ça sera $list. Cornet, c'est la valeur qui a été choisie par l'utilisateur.
Et après, on rajoute à la liste des ingrédients la valeur qui a été rentrée par l'utilisateur. Et au niveau du total, on rajoute le prix. Comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, on va donner au tableau en entrée cornet en plus à vérifier. Et là, on a optimisé les choses au maximum en ayant une seule fois le code qui fait les vérifications. Par contre, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué en logique à écrire. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un exemple plutôt avancé. Si vous êtes complètement perdu là, ce n'est pas bien grave. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ce point au niveau de la réorganisation du code. Et c'est au fur et à mesure que vous allez pratiquer que vous allez apprendre à améliorer le code. Mais je pense que c'est important de vous montrer déjà comment on peut optimiser les choses. Donc si maintenant je sauvegarde et que je reviens sur ma page, je ne vois plus le cornet qui s'affiche parce que effectivement ici, value c'est intéressant dans le cas de la boucle, mais dans le cas où on n'est pas dans une boucle, c'est le choix qui est important. Donc c'est vérifié ici dans la liste, on a une valeur qui correspond au choix qui a été fait par l'utilisateur, à savoir pour. Si on a cette valeur qui correspond, c'est choix que l'on devra utiliser par la suite. On utilisait value vraiment dans le cas où on était dans un tableau. Donc si là je réactualise, je vois bien pot qui revient et ça me permet de calculer le prix en une seule boucle. Donc on a maintenant vu la partie traitement des formulaires. Donc rassurez-vous, ça ne sera pas forcément toujours aussi compliqué que ça. Et ce que l'on va faire dans les prochains chapitres, c'est quelques petits exercices pour justement bien vérifier que l'on a tout bien assimilé. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre, on va continuer à retravailler avec les tableaux et on va découvrir ensemble comment afficher les horaires d'ouverture du magasin sur notre site et en plus de ça être capable d'afficher si oui ou non le magasin est ouvert en ce moment même. Et ça sera l'occasion de découvrir le fonctionnement des dates en PHP. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.